Depuis le phare, à l'extrême est de la Martinique, le panorama est exceptionnel. Construit en 1862, il domine les baies du Trésor et du Galion. Nous sommes sur la presqu'île de la Caravelle. Entre océan Atlantique et mer Caraïbe, la Martinique baigne dans des eaux bleues turquoises, un petit paradis tropical. Mais une terre d'une grande fragilité, au point d'être soumise sur tout le territoire à un plan de prévention des risques naturels. Cyclones, tempêtes tropicales, la côte est vulnérable. Il est tellement proche, on a peur que le mur s'affaisse. Si le mur s'affaisse, eh ben, c'est tout ce petit bijou qui va disparaître. Sur l'île, pas un espace qui ne soit épargné par un fléau ou un autre. On a l'érosion, on a le chlordécone, maintenant on a la sargasse. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Une crainte légitime. Ici, l'histoire rappelle que la nature peut être d'une rare violence. En 1902, le volcan de la Montagne Pelée a fait des milliers de victimes. Il peut encore se réveiller, mais ce sont ses flancs qui présentent un danger désormais. Des lares, des coulées de boue qui peuvent détruire une partie de la commune du Prêcheur. Avant, j'avais peur, mais pas maintenant. Pourquoi? Je me suis habituée avec l'art. L'île de la Martinique est située à plus de 7000 km de Paris, au milieu de l'arc des Petites Antilles et au sud de la Guadeloupe. Notre voyage commence sur les contreforts de la Montagne Pelée. Accroché au sommet de la colline, l'Observatoire de sismologie et de vulcanologie. Depuis 1935, il est la tour de contrôle, la vigie, où l'on scrute les moindres soubresauts de l'île et de son volcan. D'ici, nous avons une vue exceptionnelle sur la montagne Pelée. C'est l'un des plus beaux panoramas de l'île. Aujourd'hui, c'est dommage. Elle est cachée derrière les nuages. Bon, il ne faut pas oublier que c'est un volcan actif qui peut rentrer en éruption d'ici quelques mois, quelques années, voire quelques siècles. Donc elle est sous haute surveillance. Mais pour le moment, ce qui nous interpelle le plus, c'est ce qui se passe là-bas, derrière le Petit Morne. Vous avez la rivière du Prêcheur et à l'extrémité, à la pointe, le bourg du Prêcheur. L'inquiétude d'Anne-Marie se situe au pied de la Montagne Pelée. La menace plane sur ces maisons situées à l'embouchure de la rivière. Vue d'hélicoptère, la rivière paraît bien calme, mais les scientifiques savent qu'à tout moment, elle peut se déchaîner. Pour comprendre, il faut s'aventurer plus haut, dans une zone où seules les personnes autorisées peuvent se rendre et à condition que la météo le permette. T'as vu, c'est bluffant de voir ces dépôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois de janvier, c'est un peu plus de 5 millions de mètres cubes de matériel qui sont tombés de la falaise. Un mètre cube, c'est la taille d'un petit frigidaire. Donc imaginez 5 millions de petits frigidaires qui se sont accumulés en pied de falaise et ont été entraînés par les écoulements successifs. La montagne est fragile et très instable. Le danger, omniprésent. À chaque instant, un pan du volcan peut, comme ici,
s'affaisser et provoquer des lares, des coulées de boue qui charrient tous sur leur passage. Avant d'aller sur le terrain, les équipes de l'observatoire doivent scruter le ciel, écouter les bruits de la rivière et les grondements de la montagne. Au moindre bruit suspect, ils n'ont pas d'autre choix que d'interrompre leurs travaux et se mettre à l'abri. Jean-Gilles est de toutes les sorties. Technicien et enfant du pays, il est celui qui connaît le mieux cette zone. Il ne faut pas qu'on oublie de prendre les boules de peinture. Avec l'érosion à la base liée aux lares successifs, en fait, on a de plus en plus d'éboulements, de glissements des berges. Donc c'est vrai que si on s'en approche pour faire des observations, il vaut mieux être équipé. Donc c'est sûr qu'un casque, c'est peu de choses pour nous protéger, mais c'est déjà ça si on prend un petit caillou sur la tête. Sachant qu'il peut y avoir des blocs plus importants. Donc de toute façon, il faut faire très très attention lorsqu'on s'en approche. Sécurité exige. Avec les années, le chemin forestier devient plus étroit, plus difficile par endroits. Alors, en 2010, c'est passé jusqu'ici. Où ça? Ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le lard est arrivé jusqu'ici. L'eau, elle est encore bien boueuse, en fait, elle est marron. C'est vraiment bien rempli. Si un lard, c'est un peu l'autoroute, quoi. Il faut passer vite, parce que ça s'éboule. Ça s'éboule et on voit qu'il y a un éboulement récent. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas stagner à cet endroit. Depuis plus d'un siècle, les lares ont déjà provoqué la mort de plus de 500 personnes. Donc voilà d'où on a pris les photos la dernière fois. Ah ouais? Donc je vais faire une petite vidéo. Ouais. Malgré les risques, ces relevés sur le terrain sont essentiels pour prévenir d'une catastrophe. Je pense que ce serait bien de les taguer, parce que quand l'hélicoptère passera lors du retour de mission, ils peuvent voir s'ils ont évolué. Si nous venons aussi régulièrement dans la rivière, en fait, c'est pour évaluer son état, évaluer l'état des dépôts, voir en fait comment ces blocs se déplacent pour mieux estimer les risques et transmettre l'information aux autorités qui vont prendre les décisions adéquates pour la protection des populations. Tout au long de la rivière, l'observatoire a installé des capteurs, des micros qui enregistrent en permanence tous les sons de la rivière. Tous ces amas de rochers, là, ils peuvent aller sur le village, Ils finiront par arriver au village, quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Donc la grande question, c'est quand. Donc on est incapable malheureusement de le dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est surveiller l'évolution du lit de la rivière. Mais un jour ou l'autre, ils finiront par arriver en bas. Et tous ces gros rochers, en fait, viennent de beaucoup plus haut. Donc ils sont tombés de la falaise sans père, qui est située à peu près par rapport à ici, à environ 5 km. Au fil des mois, au fil des lares, ces gros rochers se sont déplacés et progressivement se sont rapprochés du bourg. Moi, quand je vois tous ces dépôts et ces blocs, on est à 3 km du bourg. Là, on a du matériel qui peut être facilement remobilisé et c'est 7 minutes pour arriver au pont. Ça va faire un bouchon. Tu as vu ce tronc d'arbre qui a été emmené jusqu'ici? Ça fait un bouchon. Il va stopper les blocs qui descendent. Les lares les plus lents vont à peu près à 6-7 km/h, ce qui est déjà beaucoup, puisque un être humain qui marche normalement, la vitesse c'est 5 km/h. Donc 6-7 km/h, il faut déjà courir un petit peu. Et les lares les plus rapides qui ont été observées dans cette rivière étaient à 20 km/h. Donc c'est pour ça qu'on dit aux personnes, surtout si vous entendez dire qu'un lard est en cours, vous n'allez surtout pas voir, vous n'allez pas sur le pont de la rivière, parce qu'un lard, on ne peut pas s'en échapper. Cela fait moins de 2 heures qu'ils auscultent la rivière et les conditions changent très vite. Elle était complètement limpide la semaine dernière. Et tu vois, Donc là, c'est... quand c'est comme ça, vaut mieux éviter de s'aventurer là-dedans. Là, il faut surtout pas aller dans la rivière. Ouais, inutilement, c'est pour nous. Et là, tu vois, je trouve que le débit, il est très important.
alors qu'il n'a quasiment pas plu depuis 48 heures. Regarde, les nuages, là, ils sont descendus. On voit plus du tout le sommet. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il pleut déjà un petit peu là-bas. Tu vois, il y a une espèce de crachin, donc ouais, il vaut mieux pas rester là. Bah, vu le temps. Hein. Ouais, moi je pense qu'il faut faire demi-tour et... Ouais. Allez, Ok. Bon, bah on y va. La pluie, une inquiétude permanente pour l'équipe. On peut s'attendre à ce que, avec les changements climatiques, à ce que les processus d'érosion s'amplifient, à avoir plus d'éboulements. Et à partir du moment où il y a des éboulements, il y a du matériel disponible pour être remobilisé en Lahare. Juste à l'embouchure, la commune du Prêcheur. Et un peu plus haut, le long de la rivière, la cité Coquette. En 2018, à la saison des pluies, les alertes étaient quasi permanentes. Les habitants ne dormaient plus, surtout les propriétaires des maisons les plus proches de la rivière, comme Janie Carbetti. Elle vit depuis plus de 30 ans dans cette résidence, très proche du cours d'eau. Ça, c'est ma petite cuisine dehors, quand je fais mon repas dehors. Je ne salis pas chez moi. Ah, et alors la cuisine, c'est toujours dehors? Dehors, je fais ma cuisine dehors. Tous les jours? Tous les jours. Vraiment, c'est la cuisine principale, en fait. Voilà, c'est là que je fais mon repas et on mange dedans. Ce jour-là, elle reçoit une délégation un peu spéciale. Emmenée par Antoine Petitjean, l'architecte, elle arrive de métropole pour une mission inédite. Écouter les populations les plus vulnérables pour mieux préparer leur déménagement. Des fleurs que je plante. Moi, ce qui est vraiment particulier dans ce projet, c'est de se dire qu'on ne va pas simplement répondre au risque, se mettre à l'abri. On va essayer de faire en sorte que le fait de se mettre à l'abri nous permette de mettre en place une logique vraiment durable d'aménagement. C'est-à-dire que non seulement on va se mettre en sécurité, mais en plus, on va être extrêmement bon du point de vue du développement durable et on va pouvoir être aussi un modèle d'installation sur le territoire. En ça, c'est assez pionnier, ouais. On a demandé au maire qu'on puisse faire des trucs ici. C'est là. Une délocalisation en douceur sur les hauteurs de la commune. Qu'est-ce qui serait le plus difficile? De partir? Ouais. Mais oui, de laisser chez moi et de partir, ça va me rendre malade. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. Mais vous n'avez pas peur de rester ici? Non, j'ai pas peur. Avant, j'avais peur, mais pas maintenant. Pourquoi? Je me suis habituée avec l'art. Mais la rivière, le monstre comme elle l'appelle, est à quelques mètres seulement. Je dors pas quand il pleut. Ah oui. Donc c'est quand même ça, c'est quand même un peu de stress quand même. Le stress, mais ça va. on vit avec. Et qu'est-ce qui a changé alors? Quand est-ce que vous avez... Parce que j'ai vu pas mal de psychologues. Ouais. Et puis ça a été. Les psychologues de SOS Crise ou Voilà, SOS ouais. Crise, voilà. Et ça vous a aidé de... Oui, oui, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Mais d'où sort tout ça de terre? Bah de la montagne, vous avez vu la... Ça ne finit pas. Là, avant Il faut que ça qu'un finisse, jour ça cesse, hein? Et pourquoi on ne peut pas couper sur la montagne? On peut rester tranquille chez nous. Avec une grosse bombe. Mais oui, il faut péter. À mon avis, la montagne est plus forte. Hein. Mais oui, hein? Ouais. Merci beaucoup. Hein. Ça va, c'est bon, j'ai bien répondu. C'était super. Merci. Chaque jour ou presque, les bulldozers raclent la rivière. Un travail de Sisyphe sans cesse renouvelé. L'État et la collectivité investissent 5 millions d'euros dans des travaux d'entretien. Digues, enrochements, des solutions à court terme. D'où ce plan de relocalisation de 50% de la population, soit près de 700 personnes. Le soir même, l'équipe d'Antoine Petitjean, l'architecte, rencontre des dizaines d'habitants. Si vous aviez une baguette magique, si vous aviez des pourvoirs surnaturels, qu'est-ce que vous feriez en premier au Prêcheur? Réparer la rivière. Réparer la rivière? Récupérer le doigt sur la rivière. C'est le maire qui a pris l'initiative de cette grande concertation. Un référendum local. On ne conçoit pas un aménagement, on ne conçoit pas une stratégie importante qui est très liée à la vie des gens, à leur existence même, sans que les gens aient voix au chapitre, sans qu'ils donnent leur point de vue, sans qu'ils fassent part de leur vision justement de cet aménagement. En 1930, après plusieurs éruptions, les habitants avaient décidé par référendum de rester vivre au Prêcheur.
Mais les risques demeurent, surtout pour les 150 enfants dont l'école doit être encore déplacée. L'ancienne avait été fermée en 2012. L'établissement provisoire, lui, reste trop proche de la rivière. Avec son équipe, Antoine Petitjean veut rencontrer les enfants comme les instituteurs pour imaginer leur future école. Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis ethnologue. Bonjour, je m'appelle Laure et je suis paysagiste. Bonjour les enfants, je m'appelle Antoine et je suis architecte. Nous, on est là pour essayer de comprendre un peu comment est-ce que c'est de vivre prêcheur quand on a votre âge. Donc, vous avez des posters comme ça, où il va falloir inscrire votre nom. Et ensuite, on aura différents exercices pour pouvoir comprendre ce que c'est pour vous, votre maison, ce que c'est pour vous, l'école, et ce que c'est pour vous, le prêcheur. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour l'institutrice, impossible d'oublier l'année 2018. À plusieurs reprises, elle a dû évacuer dans l'urgence tous ses élèves. Quand il y a des annonces au parleur, ça arrive. S'il y a des fortes pluies pendant plusieurs jours, qu'il y a des annonces, on sent que les enfants sont stressés, les habitants sont stressés. Il y a eu même un petit suivi psychologique l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup d'alertes et beaucoup d'évacuations de l'école. Mais c'est vraiment très présent dans leur tête. Parmi vous, qui ne se sent pas rassuré, qui a peur par rapport aux larmes? Vous levez juste le doigt. Qui a peur des larmes, qui n'est pas rassuré? Dites-le franchement, Bethany. Peu de mains levées, mais quand on interroge les enfants, les langues se délient un peu. Les autres, vous n'avez pas peur du tout? Même si j'étais là, moi j'ai pas peur. Ah, ça me fait peur parce que comme ma famille habite un petit peu en bas, j'ai peur que ça les emporte. Saisir à hauteur d'enfant la réalité quotidienne aux prêcheurs. Non mais là, il faut expliquer un peu comment est-ce qu'elle est la maison. Imaginer des lendemains sans crainte, c'est l'objectif. Et tout commence avec la reconstruction de l'école. C'est l'enjeu prioritaire. L'école, ça va être un moment très important pour commencer à réorganiser un peu tout le bourg et tout le prêcheur et aussi certains logements pour réorganiser tout ça et se mettre tous en sécurité. L'avantage, c'est que... Le prêcheur et sa population sont comme pris en étau. D'un côté la rivière, de l'autre la mer. Et la houle, qui parfois emporte les terres avec elle. À 57 ans, Jean-Guy Gabriel n'a jamais quitté la commune. Ancien marin-pêcheur, il emmène désormais des touristes découvrir ce qu'il appelle son petit jardin d'Éden. Un jardin qui change à vue d'œil. Alors je vais vous montrer le quartier Charmeuse, où l'érosion a été quelque chose de phénoménal, mais très grave. Voir là où était la mer il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui, là où elle se trouve. La mer a gagné plus de 70 mètres sur cette zone. On estime qu'ici, c'est là où commence la plage. Un recul impressionnant. Aux prêcheurs, l'urbanisation se concentre en grande partie sur le littoral. Alors, notre maison, la maison où je suis né, se trouvait juste après ce guet. Cette maison était juste devant, en partant de la route. Alors, elle doit se trouver juste là où on est. Il y a encore des vestiges, des murs. Lorsqu'on regarde, il y a encore des murs posés au fond. Malgré des digues, des enrochements, la mer gagne du terrain inexorablement. Elle grignote mètre après mètre le village. Les gens, lorsqu'on leur disait que la mer gagnait, ils ne voyaient pas tellement l'importance, puisqu'elle était tellement loin. Mais aujourd'hui, elle est tellement proche des maisons. Et c'est là où les gens commencent à s'inquiéter, on commence à parler d'érosion.
Raz de marée, houle cyclonique, Jean-Guy se souvient de chaque épisode violent qui ont consumé la plage et les maisons de ses voisins. Toutes les maisons qui se trouvaient, je dirais, sur la rive gauche, côté mer, eh bien, ont pratiquement disparu. L'une des dernières maisons à avoir disparu, ça a été la maison du gardien du phare. Il s'appelait M. Rome. Mais bon, le cyclone a eu raison de cette maison. C'était une maison baromètre sur la force des vagues de la mer, quoi. D'autres cyclones, d'autres dégâts. Et à chaque fois, la façade maritime du prêcheur se fissure. Seuls les décombres rappellent la puissance des éléments. La maison là aussi a été abandonnée, belle petite maison, mais elle a été abandonnée. Jusque-là, on a encore des séquelles de la houle. Belle maison comme ça. Mais on n'est pas à l'abri. Les anciens propriétaires ont soit quitté la commune, soit trouvé un terrain sur les hauteurs. Jean-Guy, lui, fait de la résistance. Allez, voilà, on est chez moi. Je vais vous montrer que j'habite juste au pied de la mer. La mer qui était très, très, très loin. Aujourd'hui, c'est ma voisine, je dirais ma voisine la plus proche. Je suis à l'aplomb de la mer. Alors, il y avait une protection, mais la mer a tellement gagné, ça a enlevé toutes ces pierres. Aujourd'hui, j'ai l'eau juste au pied du mur. On commence déjà à penser au repli, parce qu'elle est tellement proche et on a peur que le mur s'affaisse. Si le mur s'affaisse, c'est tout ce petit bijou qui va disparaître. Mais il faudra trouver une maison, un endroit pour, sur les hauteurs pour être relogé. Mais ça, c'est en vue. Le nord de l'île n'est pas épargné par les colères de la nature. Il suffit de continuer la route qui longe le littoral. Saint-Pierre et ses 4500 habitants. Saint-Pierre, l'ancienne capitale de l'île de la Martinique. Une ville meurtrie et rayée de la carte en 1902. L'éruption volcanique fait près de 30 000 morts. 2 survivants seulement. Aujourd'hui, Saint-Pierre garde les stigmates de ce drame. La ville renaît de ses cendres, mais les menaces restent bien présentes. Il suffit, là encore, d'emprunter la route qui mène au Carbet. Notre guide, c'est Pascal Safache, un scientifique et un lanceur d'alerte. Depuis 1999, il ausculte l'île et les fléaux qui la rongent. En fait, ici, on est sur la plage sur laquelle Christophe Colomb a débarqué. Et il faut s'imaginer en fait que cette plage, à l'époque, avait 300, 400 mètres de large, hein, si on se réfère au texte ancien. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur un petit cordon qui fait 25 mètres, en fait. Hein. Donc l'érosion côtière, de toute façon, est manifeste. « 25 mètres aujourd'hui et combien demain ?» Pour les habitants du Carbet, l'avancée de la mer remet en question une pêche ancestrale, la seine. Cette pêche solidaire où toutes les prises sont partagées. Avec la plage qui disparaît et le poisson qui se fait de plus en plus rare en bord de mer, la Seine pourrait n'être bientôt qu'un lointain souvenir. Comme la route littorale, sorte de cordon ombilical qui relie les communes et les familles.
On est sur la route nationale 2, route qui relie le Prêcheur à Fort-de-France. Et c'est l'unique route côtière qui dessert justement les communes de Saint-Pierre et du Prêcheur. Donc en clair, cette route elle est essentielle parce que si elle disparaît, vous avez 2 communes qui potentiellement pourraient ne plus être reliées au reste de la Martinique. Coupé du monde. Comme lors du passage du cyclone Léni en 1999 ou Dean en 2007. Les dégâts sont considérables sur la départementale numéro 10 ainsi que sur la nationale 2. Pascal Safache nous emmène ici sur la portion la plus fragile du tracé. La route, elle est en fait coincée entre 2 éléments, la mer et la falaise. Donc entre les deux, il faut essayer de jongler et trouver la bonne solution. La bonne solution pour l'instant, celle qui a été retenue en tout cas, c'est l'enrochement, de façon à stabiliser véritablement la structure. Mais on voit bien que ça ne durera pas très longtemps. On ne pourra pas indéfiniment recharger ces enrochements. Donc à terme, il faudra trouver des solutions. Et pour l'instant, il y a que 2 solutions qui se présentent. Soit faire passer la route à l'intérieur des terres, mais avec toutes les contraintes que cela peut avoir en milieu volcanique. Ou alors imaginer un transport un peu comme à La Réunion. La route sur l'île de La Réunion, la voici. Construite au-dessus de l'eau, elle longe le littoral. C'est la route la plus chère au monde. En Martinique, un tel projet n'est pas à l'étude. Non, on n'a pas envisagé ce type de plan B. Il n'y a pas d'urgence, je dirais, pour les 15 ans à venir, les 20 ans à venir. Par contre, ce qu'on essaie plutôt, c'est de renforcer donc, les protections existantes actuellement sur cet axe, je dirais, littoral. Mettre en place aussi des protections pertinentes au niveau des falaises. On est plutôt dans cette démarche actuellement. Mais jusqu'à quand ? Certains experts s'inquiètent déjà d'un cyclone qui pourrait ravager la Martinique. À Météo France, les ingénieurs modélisent les scénarios possibles. Et le pire est envisagé. Alors, on a ici la Martinique. Et là, vous voyez notre modélisation de l'ouragan qui passe sur le nord, la moitié nord de la Martinique, et on voit toutes ses conséquences en termes notamment de vagues, de submersion marine. On fait ça pour 2 raisons principales. D'abord, connaître mieux le risque lié aux ouragans à une échelle très fine. Pour chaque baie, pour chaque côte, il faut qu'on sache quelles peuvent être les conséquences. À un moment donné, il faut qu'on sache répondre à la question « qui doit-on évacuer et quand ?» C'est vraiment l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de rester sur la prévision uniquement météorologique, c'est de croiser toutes les informations, enjeux, vulnérabilités, et au final, d'avoir une vraie aide à la décision pour sauver des vies. En septembre 2017, la Martinique passe tout près d'un drame. Le cœur du cyclone Maria, que l'on voit ici en bleu, passe à seulement 40 km au nord de l'île. 3 semaines plus tôt, elle avait déjà échappé à Irma, un autre cyclone de catégorie 5. De quoi inquiéter les assureurs. Irma, Maria, c'est les événements les plus importants qu'on ait jamais connus sur les Antilles en intégrant les îles du Nord. C'est 2 milliards de sinistres, 2 milliards d'euros. Demain, on a un Irma qui touche la Martinique. Sur la même intensité, c'est un sinistre puissance 8. Donc c'est pas 2 milliards, c'est 16 qu'on aura ici. Et donc là, ça peut être absolument catastrophique. Aujourd'hui, les assurances tentent de convaincre tous les acteurs économiques de l'île que le risque est réel. Surtout ceux qui sont en première ligne en cas de cyclone. Sur la plage du Carbet, il y a les noms de tous les ouragans qui ont frappé les îles des Caraïbes. Il y a surtout des restaurateurs bien conscients du danger, comme Guy Ferdinand. What about you, you okay? Ah, petite langouste? Ça va? Clientèle locale ou touriste, son affaire est florissante. Une petite pause. Après, il faut faire les antennes, les machins, les pâtes et tout. Hein. On repasse sur un plateau. Donc ça, tu le transfères là. À l'année, il emploie une vingtaine de personnes. Du rhum. Bon, on va aller. C'est une belle affaire ici, hein? Ben, c'est pas mal, hein? Ça marche tout le temps? Oui, toute l'année. Toute l'année. Pas de répit? Non, 365 jours sur 365. On voit pourquoi ils ont mis les enfants en bord de mer. Tiens, on va avoir 2 noyés ce soir. On est 90 ce soir. Là, vous préparez quoi?
un petit mariage, donc on a de la plage. Une plage qui rétrécit d'année en année. La plage avait 12 mètres de plus. La plage arrivait au poteau là où est le ponton maintenant. Tu vois les poteaux du ponton qui étaient juste là-bas. Donc il y a 13 ans, on avait à peu près 12 mètres de plus. On a perdu 1 mètre par an. Donc oui, effectivement, on risque de perdre notre plage. Il n'y a aucun restaurant de bord de mer qui soit assuré. Aucun. Enfin, nous, on est habitués, donc en cas de fort vent, cyclone, etc., on démonte. Et vous êtes prêt à payer plus cher votre prime d'assurance? On est prêt à payer le prix que l'assurance demande. Quand on assure une voiture, on te dit voilà, c'est tant par mois, on paye le prix qu'on te demande. Donc pour nous, c'est pas un problème de tarif, c'est un problème de garantie. Jusqu'à quelle garantie ils sont prêts à aller? Ce qui est quand même hallucinant, c'est que l'outil de travail n'est pas assurable. Et à terme, vous avez peur pour votre exploitation? On va anticiper l'érosion et puis on va regarder si jamais on peut passer en flottant. Je pense pas qu'on aura le choix. Le changement, on va pas pouvoir aller contre. On est directement ouvert sur la mer, donc chaque année on perd du terrain, donc ça va pas changer ou ça va pas s'inverser. Donc nous, on a déjà anticipé, on va passer de l'autre côté parce que à terme, on n'aura plus de plage. Bon, là c'est bien. Guy Ferdinand profite de son petit paradis. Tout comme ces mariés qui se disent oui pour le meilleur et pour le pire. À l'image de cette côte sous le vent, la façade des Caraïbes est partout soumise à l'érosion. Nous partons plus au sud, dans l'un des hauts lieux du tourisme martiniquais. La commune du Diamant et au large, son rocher légendaire. Un lieu surveillé depuis près de 20 ans par Pascal Safache, le géographe qui ne veut rien lâcher. Alors là, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est de voir cet enrochement en fait. Un enrochement qui a été réalisé pour protéger bien entendu l'habitation qui est juste à l'arrière. Mais on s'aperçoit en fait que ces enrochements, ils ne sont pas du tout réalisés dans de bonnes conditions puisque les blocs ne sont pas soudés les uns avec les autres. Et on sent bien que c'est un rôle plus psychologique que véritablement un rôle efficient en termes de protection. Digues, murs en béton, enrochements réalisés le plus souvent dans l'urgence par des propriétaires qui veulent se protéger à tout prix. Des remparts dérisoires face à la houle cyclonique qui frappe régulièrement cette plage. On a un escalier qui devait déboucher il y a quelques années sur une plage relativement importante. On a 2,50 m de plage et tout de suite on a la mer, ce qui prouve bien que l'érosion est à l'œuvre et d'ici quelques années, cette zone va totalement disparaître. À qui la faute? Le dérèglement climatique n'est pas le seul en cause. Pascal nous emmène sur l'une des plus belles plages de Martinique. Nous sommes aux Salines, un décor de carte postale qui n'a rien de naturel. En fait, là, on est véritablement sur une plage, comme on peut le voir, paradisiaque. Du sable blanc, des cocotiers, une végétation vraiment verdoyante. Et puis, on a aussi une mer qui est bleu turquoise, en tout cas transparente. Et là, on s'aperçoit, en fait, si on regarde bien ce cocotier, qu'il est totalement penché. Petit à petit, la mer est en train de déchausser les cocotiers et qui vont tomber progressivement. Il faut savoir qu'au départ, lorsque les premiers colons arrivent, ce n'est pas du tout la végétation originelle. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des patates bord de mer. C'est une plante rase, comme une sorte d'herbacée, si vous voulez, mais qui stabilise le sable. Et pour faire tropical, pour satisfaire l'imaginaire des touristes, on a arraché cette plante et on a planté du cocotier. Malheureusement, le cocotier ne stabilise pas le sable. L'érosion s'est véritablement développée et on assiste à cette situation, c'est-à-dire que la plage est réduite à un mince cordon. Pour développer l'économie et l'île, la main de l'homme a façonné ces paysages, ajoutant ici et là des arbres et des plantes, détruisant plus loin la mangrove. Cet écosystème si important pour la survie des espèces et pour limiter l'érosion. De l'autre côté de la plage des Salines, il existe cette zone encore protégée de la prédation des hommes. Ces quelques hectares de palétuviers.
La mangrove ici, elle est quand même relativement en bonne santé, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une biodiversité relativement importante, hein, tant végétale qu'animale. C'est un lieu de vie parce qu'on y retrouve une faune particulière. On voit bien donc tous ces crabes, tout ça, c'est de la richesse, parce que bien évidemment, tous ces éléments, nous en avons besoin pour vivre. L'essentiel, donc j'ai envie de dire, des poissons, l'essentiel des crabes, l'essentiel des crustacés, etc., se reproduisent dans la mangrove. Donc si cette mangrove disparaît, ça veut dire que c'est une partie importante de la biodiversité locale qui disparaît. La richesse de cet écosystème n'est connue que depuis le début des années 60. Le géographe se refuse à blâmer les anciens qui ont bâti les grandes villes du territoire en gagnant sur la mangrove. Fort-de-France, le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, toutes ces communes qui ceinturent la baie de Fort-de-France ont été construites de toute façon à l'origine sur des mangroves. C'est-à-dire que l'on a remblayé des mangroves pour gagner de l'espace et donc pour que l'activité humaine et l'activité économique se développent, oui. Aujourd'hui, sur tout le territoire, il ne subsiste qu'à peine une vingtaine de kilomètres carrés de mangroves. Et demain, Pascal Safache dénonce l'appétit des promoteurs jamais rassasiés. Nous sommes ici, dans la baie de Génipa, à proximité de Fort-de-France. Un endroit, en effet, qui semble bien préservé quand on le regarde comme ça, avec une végétation quand même relativement puissante, des zones qui sont quand même marécageuses. Le seul problème, c'est qu'il suffit de se retourner et on est à quelques dizaines de mètres donc d'activité humaine. Là, on a des entrepôts et on sent bien que ces entrepôts progressent et gagnent du terrain sur cet espace qui est un espace naturel. Il y a vraiment un souci parce que la mangrove est en train de s'amenuiser petit à petit. Pour limiter la casse, il faut une vraie prise de conscience. Pour que jeunes et moins jeunes préservent à tout prix ce patrimoine naturel. Entre mer cristalline et forêt de mangrove, le Cap Salomon. C'est ici que l'association Le Carbet des Sciences organise des sorties scolaires. Parcours balisé sur terre, mais pas seulement. On va se rapprocher un petit peu, on va faire le petit briefing un petit peu plus loin. Donc là, du coup, est-ce que vous avez vu les rochers qu'il y a autour de nous, là? Ça, c'est des roches volcaniques. Et en fait, il y en a partout dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'eau, on va avancer avec... on aura les roches sur notre main droite. Ils savent ici que la Martinique est quand même en première ligne sur le changement climatique. Je suis pas sûre qu'il y ait encore une vraie prise de conscience. Il y a bien sûr une partie de la population qui est consciente de ça. Mais on n'a pas assez d'adhésion là pour l'instant. C'est inquiétant parce qu'on est sur une île où on vit quand même sur le bord de l'eau, plus que sur l'intérieur des terres. Certains plongent pour la première fois et découvrent leur premier coraux. C'est le Conservatoire du littoral qui a mis en place ce sentier sous-marin. On dirait des pierres, mais c'est des êtres vivants. En fait, les coraux, c'est des colonies de petits animaux. Quand on regarde un squelette de corail mort, on voit il y a plein de petits trous. Dans chaque petit trou, il y avait un animal qui vivait dedans. Et c'est eux qui construisent ces grandes barrières. C'est vraiment de la construction vivante, c'est de la bioconstruction. Alors la barrière de corail, elle sert à nous protéger des vagues, alors en cas de tsunami, mais aussi en cas de houle cyclonique. C'était assez bien. Alors il y avait des poissons, des coraux, des oursins. C'était très beau. Un nouveau monde pour ces jeunes qui n'imaginent pas à quel point la barrière de corail souffre. Un stress qui ira crescendo avec la hausse des températures prévue par les scientifiques. Sur 200 km², les fonds sous-marins étalent leurs plus belles couleurs. Mais à certains endroits, ils se dégradent. Et l'homme n'y est pas étranger.
La pollution accélère leur agonie. Les poissons sont également touchés au point que les autorités interdisent certaines zones à la pêche. En ligne de mire, les pesticides utilisés dans l'agriculture ou le chlordécone déversé dans les bananeraies antillaises jusqu'en septembre 1993. C'est l'autre combat de Pascal Safache. Alors, comme on peut le voir, en fait, les régimes de bananes sont protégés par des sacs en plastique. Enfin, l'idée, c'est véritablement de les protéger contre les insectes. Le chlordécone a été utilisé pendant des décennies et suite au scandale qui en a résulté, de nos jours, on n'utilise véritablement plus de chlordécone. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le seul inconvénient, c'est que la molécule de chlordécone étant particulièrement résistante et persistante, elle a pollué les sols. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que vous voyez là, pendant des décennies, ça a été pollué. Des sols pollués pour les 600 prochaines années au moins. Le rivage n'est pas épargné. Pour l'expert antillais, ce scandale sanitaire aurait pu être évité, car la banane n'a rien de bon pour la Martinique. Les bananiers sont extrêmement fragiles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bananier, c'est une herbe géante. Et il est évident que dès que le vent souffle un petit peu plus fort qu'à l'accoutumée, le bananier peut être couché à minima, voire totalement déraciné, arraché. L'idée aurait été justement d'avoir les mêmes bananiers qu'à Cuba, c'est-à-dire que ce sont des bananiers qui ont une taille beaucoup plus réduite et donc qui offrent beaucoup moins de prise au vent, sont beaucoup moins sujets au déracinement. Pourquoi on ne le fait pas ici alors? Je pense, alors c'est peut-être parce que je suis médisant, mais les bananiers sont quand même largement subventionnés en Martinique. Et même lorsqu'il y a des ouragans, de toute façon la production elle est systématiquement aidée, subventionnée. Ces images tournées au lendemain d'une violente tempête montrent à quel point les plantations sont fragiles. Sans aides européennes, cette filière serait exsangue. Malgré nos demandes, aucun producteur de bananes n'a accepté de répondre à nos questions. Il faut dire qu'en 2009, nous avions rencontré leur président. Voici ce qu'il nous disait sur le bouleversement du climat. Parce que tu vas trouver ça à la Martinique, des gens qui vont te dire que le réchauffement climatique est très sensible ici. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont un réchauffement du cerveau, par contre. Ça n'est pas obligatoirement lié au réchauffement climatique. On s'est aperçu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient un sérieux réchauffement du cerveau depuis quelque temps. Le déni, alors qu'aujourd'hui, l'immense majorité des experts mondiaux n'ont plus le moindre doute sur l'urgence climatique. La Martinique est l'une des cibles les plus touchées. Rien n'épargne cette île de 400 000 habitants où les fléaux se multiplient. Comme ce nouveau phénomène qui assombrit ces eaux turquoises. Nous sommes au large de la commune du François, sur la façade atlantique. Ici, les sargasses s'invitent partout, surtout au fond des baies. Jean-Philippe Maréchal surveille la trajectoire de ces algues qui viennent pourrir sur les plages. Alors c'est à partir de 2011, je vais vous montrer sur une carte. Donc on voit qu'avant 2011, on n'a pas de sargasses. En 2011, le phénomène apparaît, puis s'amplifie à partir de 2014 avec une situation exceptionnelle en 2018 en termes de densité et de biomasse d'algues. Ces algues sont piégées dans une grande boucle circulaire dans l'Atlantique central équatorial, une grande boucle dans laquelle elles rencontrent toutes les conditions favorables à leur croissance. Le phénomène s'amplifie depuis le début et apparemment les algues rencontrent toutes les conditions favorables à leur croissance, donc ce phénomène ne va pas disparaître comme il est apparu en fait. En Martinique, on se protège comme on peut. Ici, à Capest, les propriétaires les plus riches déploient d'immenses filets pour empêcher les sargasses de débarquer sur leur plage ou dans la baie. Le barrage doit s'étirer sur plus de 2 km de long. Un coût élevé, près de 400 000 €.
Les filets sont en plastique, lestés de lourdes barres de fer. Ils doivent, en cas de forte houle, maintenir le dispositif en place. Une protection qui paraît dérisoire face à l'ampleur de l'invasion. Partout, on cherche la parade la plus efficace contre ce fléau qui menace autant le tourisme que la pêche artisanale. Au Vauclin, après 21 ans à relever nasses et filets, Stéphane Béraud, le marin-pêcheur, a décidé d'expérimenter un système plus artisanal et plus écologique. On a l'érosion, on a le chlordécone, maintenant on a la sargasse. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Donc on ne sait pas ce qui nous attend. Donc c'est une lutte incessante. Voilà. Et encore une fois, c'est le marin-pêcheur et les usagers de la mer qui vont encore trinquer. Donc l'idéal, ce serait de créer une zone de ramassage spéciale. On essaie de trouver une solution, on va voir ce que ça va donner. Mais il faut y croire, on y croit. Mais vous êtes que tous les deux là? Ouais. Aujourd'hui, non, nous étions 4 ce matin, mais aujourd'hui c'est vendredi. Ouais. C'est le carnaval en Martinique. Faut bouger, le carnaval c'est ça. Hein. Vive la Martinique! Il y a un petit dicton qui dit la Martinique c'est un beau pays, mais le Vauclin est supérieur. D'accord, faites tourner. Yes. Pendant plusieurs jours, la Martinique vit au son des rythmes tropicaux. Un rituel où le principe est le vider, le lâcher prise en créole. Histoire pour tous d'oublier les tracas de la vie. Un moment essentiel pour tous les habitants. Le lendemain, retour sur la plage du Vauclin. La magie du carnaval paraît bien loin. Les sargasses n'offrent aucun répit à Stéphane ou aux volontaires des Brigades Vertes. Des hommes et des femmes qui travaillent dans le cadre d'un chantier de réinsertion financé par la commune. Un travail au long cours, car rien ne laisse penser que les sargasses vont aller s'échouer ailleurs qu'aux Antilles. Un peu plus loin, sur le port de pêche du Vauclin, le plus important de Martinique, l'activité est réduite depuis plusieurs années. Voilà. Nous avons un ancien, ça c'est une pièce maîtresse normalement de ce port de pêche. C'est un ancien. Maintenant, on ne peut pas travailler ici. La question de sargasse, tout ça encore qui nous embête encore, c'est tout un problème pour nous. Ça nous empêche de travailler. Ouais, pas vu le nombre de poissons morts qu'on a retrouvés à Cap-Chevalier, c'est ça? Oui, Cap-Chevalier, le réchauffement climatique, les embouchures se referment. Et il faut réagir. C'est pas une question d'argent, il faut qu'on réagisse. Sur les étals, les poissons se font plus rares. Voilà. L'appel des clients. Direct, mais voilà. Voilà, c'est la vente directe, producteur au consommateur. Donc, il y avait plus de poissons avant? Oui, avant. Regardez, il n'y a que des déchets là. Avant, il y avait nettement plus de poissons avant. Il faut aller plus loin pour chercher du poisson. Les courants ont changé. Vous savez bien que le Gulf Stream a été transformé maintenant. Et là, nous avons une droite coryphène. Vous avez sûrement une droite coryphène de chez nous. Stéphane est du genre optimiste. Pour lui, dans les sargasses, il y a aussi du positif. Les sargasses, c'est une manne venue du ciel
que l'homme ne sait pas encore exploiter. Parce que lorsque vous avez des sargasses sur l'eau, vous avez quoi? Une nurserie. Vous avez des alevins, vous avez des planctons, vous avez des bancs de thon, des bancs de dorade. On ne peut pas estimer le nombre de poissons que nous avons sous une nappe de sargasses. Mais l'ennemi de la sargasse, c'est l'homme. Le marin-pêcheur sait aussi qu'une fois échoués sur la plage, les sargasses laissent échapper des gaz toxiques et provoquent des problèmes de santé pour les populations les plus fragiles. D'où ce projet de barrage qu'il veut absolument mettre au point. C'est un petit coin de paradis. C'est notre petit coin de paradis. Combien de temps que ça va durer, on ne sait pas. Mais pour le moment là, c'est mon petit coin de paradis. J'en ai fait mon atelier. J'ai eu l'idée de me mettre sous la plage, à même la mer. Donc s'il y a une intervention à faire, si le barrage a un souci, je suis juste à côté. Et on fait vivre le quartier aussi, quoi. J'ai tenu à ce que ce soit une histoire de famille. C'est une histoire de famille. C'est vraiment une histoire de famille autour du bambou parce que nous souffrons tous de la sargasse. L'effet papillon. Pour Stéphane, lorsque la Martinique souffre, c'est toute la France qui est malade. Et l'État doit être à son chevet, dit-il, pour trouver des solutions pour que ce territoire s'adapte au mieux aux défis de demain. L'île pourrait alors servir de modèle à d'autres régions françaises ou pourquoi pas à d'autres îles des Caraïbes.